Bonjour et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Le développement local est tributaire de la mobilisation des ressources propres du territoire. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? On en parle. Les inondations au Bénin sont-elles évitables? Chaque année, c'est la même situation et les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Un spécialiste met l'accent sur la prévention. Et puis, Saïd Rachad Bello est un portraitiste opère au-delà de dessiner une image fidèlement avec son stylo. Il lui donne aussi une vie. Merci de votre fidélité. Pour des villes durables, les élus locaux et les communautés locales doivent jouer un rôle accru dans la mobilisation des ressources. Mais depuis plus d'une décennie que le Bénin est engagé dans la décentralisation, le constat révèle que les capacités financières des communes restent faibles. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? Patrick Adjagbodjou nous apporte des éléments de réponse. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui malheureusement ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sources n'est pas gardées au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Dianotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser leurs ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources.
Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. On s'intéresse à présent aux inondations après la saison des pluies. Peut-on les prévenir ou sont-elles inévitables? Réponse ici avec Hervé Koumassi, spécialiste des questions liées aux risques et catastrophes naturelles. On ne peut pas éviter les inondations, mais on peut réduire les risques liés aux inondations. Parce que quand vous voyez les populations s'installent dans le lit majeur des cours d'eau parce que ce sont des zones fertiles à l'agriculture. Maintenant, quand l'inondation va venir, c'est comment faire pour réduire les risques liés à ces inondations-là. Et la gestion des inondations prend en compte la prévention, la gestion de l'urgence et la gestion post-inondation. Au niveau de la prévention par exemple nous permet de mettre en place tous les éléments qui vont nous permettre de réduire la catastrophe quand elle est là. Par exemple, on peut arriver aujourd'hui à partir des calculs mathématiques, chercher à connaître les quantités d'eau qui sont capables de créer des inondations. Et ça, on a l'habitude de faire ça, on a fait ça sur plusieurs bassins déjà au Bénin pour dire, voilà les quantités d'eau qui sont susceptibles de créer des inondations. De la même manière, à partir des cycles, on est arrivé dans certains bassins à déterminer les zones qui sont susceptibles d'être inondées quand on a telle ou telle hauteur de pluie. Donc quand on prend par exemple les inondations fluviales créées au niveau des cours d'eau, ça c'est au niveau des cours d'eau, on peut arriver à déterminer quelle est la hauteur de l'eau capable de créer une inondation dans cette zone-là. Donc on fait ça grâce à ce qu'on appelle la randonnée fréquentielle, qui peut nous donner les valeurs des débits ou des précipitations capables de gérer des inondations. On connaît les dessinateurs de rue, les graffitistes, les caricaturistes et autres BDistes, mais les styloportraitistes, pas vraiment. Pourtant, c'est un style tout aussi particulier que compliqué qui permet de capturer un moment privilégié et d'immortaliser l'émotion qui l'accompagne. Allons à la découverte d'un jeune dessinateur portraitiste dont rien ne filtre sur la finesse qu'il cache au bout de ses doigts. Rodrigue Blondoumé, Ulvaïus Balogun. Sa passion pour le dessin est indescriptible. Il dessine avec finesse et ses œuvres sont de véritables photographies. Chaque trait, chaque mimique ou chaque ride, aussi minuscule soit-il, est scrupuleusement reproduit. Ses portraits réalisés au stylo Schneider sont d'une incroyable précision. Et pourtant, Saïd Rachad Bello, alias Machete, n'est pas sorti d'une école d'art. Quand j'étais encore au primaire, j'ai eu à essayer un portrait de mon père, mais c'était pas vraiment ça. Parce que c'était très complexe pour moi, étant encore très jeune et n'étant pas habitué à ce niveau de dessin. Ce portraitiste autodidacte s'est véritablement lancé dans ce style de dessin il y a 3 ans, après l'obtention de son baccalauréat D, avec comme outil de travail le stylo. C'est très compliqué et délicat de dessiner avec le stylo, et c'est la raison pour laquelle j'ai particulièrement aimé ça. Le stylo, on n'a pas besoin de tailler à chaque fois, donc ça glisse bien sur la feuille. Ici, dans son antre, Saïd Rachad Bello laisse couler l'encre de son stylo pour retranscrire les émotions et les expressions de ses modèles. L'objectif d'un portrait, ce n'est pas de faire une photocopie ou une impression manuelle d'une œuvre d'art, non. C'est de créer cette nuance-là entre l'œuvre et le modèle. L'aventure n'était pas aisée pour lui dès les débuts. Mais il est resté accroché à ses rêves. Pendant plusieurs années, quand j'étais encore jeune, on m'a dit oui, ça aide, tu as du talent, mais là, ça ne donne pas au Bénin. J'avoue que ça a vraiment inhibé mon potentiel en art plastique. Et quand je me suis donné ce défi après le bac, les gens sont impressionnés par ce que je fais. Mais Machete ne vit pas encore convenablement de son talent. Et il arrive des fois où je n'ai aucune commande en un seul mois.
J'avoue que je vis au jour le jour pour le moment. C'est-à-dire, si là, j'ai le soutien de quelques amis et parents et tout, j'arrive quand même à m'en sortir. Le prix de ces œuvres varie entre 30 et 50 000, mais tout dépend de la qualité de la photo, du format voulu, des couleurs et du cadre décoratif. Un portrait comme celui-ci, c'est un format A3. Un format A3, c'est l'équivalent de 2 papiers A4. Et pour le faire, j'ai eu à utiliser 2 stylos Schneider et du papier Bristol également. Ça m'a pris 6 jours de travail. 6 jours de travail, de jour comme de nuit bien sûr. Si je ne travaille pas de nuit, j'allais faire au moins 2 semaines. Si ces portraits au stylo font frissonner en raison de leur perfection ultime, Saïd Rachad Bello alias Machete rêve de perfectionner son art afin d'inspirer sa génération. Et nous restons avec Ulvaeus Balogun pour faire un tour d'horizon de l'actualité nationale. Bientôt, les inspecteurs généraux intervenant dans des structures étatiques seront dotés d'un manuel de procédure financière et comptable type. Ils se sont réunis il y a quelques jours sous l'égide de l'unité de gestion des réformes des finances publiques pour améliorer à la lumière de leur expérience le contenu du manuel type qui se veut un outil de traçabilité des ressources et des dépenses publiques partout où les deniers publics sont manipulés. Le manuel permettra donc d'harmoniser les pratiques au niveau des structures étatiques qui manipulent les deniers publics afin de permettre, in fine, à l'État de renforcer le dispositif de contrôle interne en matière de gestion des finances publiques. La Société des ciments du Bénin de Flakodi à Cotonou et la Société Sim Bénin installée à Sekandji dans la commune de Semekodi seront bientôt délocalisées. C'est le ministre en charge du cadre de vie, Didier Tonato, qui a partagé l'information avec les députés jeudi dernier. Les deux sociétés polluent l'atmosphère à travers l'émission de poussière de ciment de leur usine. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, notamment de la relance du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganri, il est prévu le déplacement à titre définitif de toutes les installations de la SCB. La dite délocalisation devrait être effective d'ici juin 2022 en fonction de la volonté du gouvernement de garantir aux populations de ces deux villes un meilleur cadre de vie. La campagne nationale de vaccination contre la pastorolose a démarré depuis la semaine dernière au Bénin. Sous la supervision du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, 50 000 têtes de bœufs seront vaccinées durant un mois par 42 agents vaccinateurs. La pastorolose est une maladie purement respiratoire des bovins causée par une bactérie. Fréquente en saison de pluie, cette maladie contagieuse se transmet par absorption des sécrétions nasales ou des gouttelettes dans l'air expirées par l'animal malade. Il s'agit donc à travers cette campagne de vaccination de prévenir la maladie dans les cheptels afin d'éviter qu'ils soient décimés par la maladie. Hors du Bénin, en Afrique du Nord, l'Algérie est la plus grosse consommatrice de blé. La Russie ne cache pas alors ses ambitions de traiter avec ce pays du Maghreb. Elle a envoyé il y a quelques semaines une cargaison de 28 000 tonnes de cette céréale vers le pays. Elle se donne désormais pour objectif d'y expédier 1 million de tonnes durant la campagne 2021-2022. Pour atteindre son objectif, la Russie bénéficie notamment de l'assouplissement des exigences phytosanitaires de la part des autorités algériennes. La France est jusque-là le principal fournisseur de blé à l'Algérie à hauteur de 60%. Et puis face à la progression du variant Delta, l'Afrique du Sud fait un bond en arrière. Le gouvernement a annoncé ce dimanche le retour des restrictions sanitaires. Comme il y a quelques mois, la vente d'alcool est suspendue, les rassemblements sont désormais interdits et les écoles et restaurants doivent fermer leurs portes. Suivez ce reportage.
Depuis Pretoria ce dimanche soir, le président sud-africain annonce le retour des restrictions sanitaires. And on the recommendation of the National Coronavirus Command Council, Cabinet has decided that the country should move to adjusted alert level 4. Au stade 4, le dernier juste avant le confinement, les rassemblements sont interdits, les écoles et restaurants fermés, un couvre-feu instauré et la vente d'alcool prohibée. À l'origine de ce tour de vis sanitaire, le très contagieux variant Delta qui fait des ravages et provoque une forte hausse des contaminations. Les autorités craignent que la troisième vague ne soit plus meurtrière encore que les deux premières. Nationally, the numbers have surpassed the first wave peak and we are likely to surpass the second wave peak. We remain very worried about the rise in the hospitalization. À l'image du reste du continent, l'Afrique du Sud affiche un retard important dans sa campagne de vaccination. 4 mois après son lancement, moins d'1% de la population a été pleinement vaccinée, et ce alors que la flambée des cas met à l'épreuve le système de santé. Pour protester contre la lenteur de la vaccination, des milliers de personnes se sont réunies vendredi dernier dans les rues des plus grandes villes du pays. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.